Je suis effectivement, donc, du coup, je suis Arnaud Créteau. Je suis ingénieur énergéticien et j'ai créé Néoloco en 2019. Néoloco, c'est une entreprise de boulangerie et de torréfaction solaire. Donc ça, je vais en reparler. Et donc ce soir, on va parler de robustesse et savoir-faire. En deux mots, pourquoi est-ce que c'est important de parler de la robustesse et du savoir-faire? En fait, le contexte, c'est qu'on est dans une société qui extrait énormément de ressources et qui vient de dépasser récemment, hein, c'est dans l'actualité, la 7e des 9 limites planétaires au-delà desquelles nous dégradons les conditions de vie humaine sur Terre. Voilà. Et vous avez entendu parler un petit peu d'Olivier Hamon et puis d'autres personnes, hein, on pourrait citer Arthur Keller sur les approches de la résilience notamment, voilà, la robustesse, la résilience, etc. En fait, toutes ces approches sont des approches qu'on pourrait appeler de stratégie d'émancipation systémique vis-à-vis de cette réalité-là, qui est qu'en fait, pour le moment, on ne sait pas alimenter les sociétés modernes autrement qu'en dépassant les limites planétaires, c'est-à-dire détruire les conditions de vie humaine sur Terre, au point même que ça en devient dangereux pour nos activités mêmes, puisque ça crée plein de fluctuations. On a des difficultés d'accès aux ressources, évidemment, puisque les ressources sont limitées. Voilà. Et ça génère plein de transformations dans la société, l'apparition de tensions, etc. Et nous, il faut qu'on arrive à naviguer en fait là-dedans. Et donc, je pense que c'est un peu dans ce contexte-là qu'on se parle. En fait, donc moi, je vous ai dit, je suis ingénieur énergéticien à la base. Et en fait, il faut que je vous raconte un petit peu mon parcours. Moi, j'ai décidé d'être ingénieur parce que je pensais qu'un ingénieur, c'était quelqu'un qui était capable de voir des problèmes dans la société et d'apporter des solutions techniques s'il y a besoin de solutions techniques. Et en fait, en arrivant sur les bancs de l'école d'ingénieur vers 2007-2008, je me suis rendu compte que mes camarades de promotion et moi-même étions en fait davantage destinés à intégrer des grands groupes énergétiques et que par définition, on allait contribuer à cette accélération de la consommation des ressources. Voilà. Et donc, en étant ingénieur énergéticien, on allait davantage contribuer au problème plutôt qu'à essayer de le résoudre. Et donc, nous, on a décidé avec un ami, hein, en fait, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, hein, partout dans le monde, s'il n'y avait pas des approches un peu plus, qui étaient un peu plus de nature à résoudre, à participer à la solution, quoi, on va dire. Et donc, on a monté ce voyage d'études d'1 an qu'on a appelé les Vagabonds de l'énergie. Et pendant 1 an, on s'est rendu dans une vingtaine de pays pour aller voir ce qui se faisait, quoi, hein, pour résoudre ce gros enjeu-là, qui allait clairement être les enjeux on peut même dire du siècle en cours. Hein. Voilà. Et donc, là, par exemple, vous me voyez en haut à gauche, je suis en photo dans le gazoduc Nord Stream, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisque c'est dans ce tuyau-là que circulait le gaz russe, voilà, dont on a perdu l'accès au début de la guerre en Ukraine, enfin, au début de la guerre avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, en dessous, vous me voyez, je suis en train de visiter une mine de charbon dans le Donbass en 2009. C'est pareil. En fait, il n'y a pas de hasard, si vous voulez. Que ce soit sur le gazoduc Nord Stream ou les mines de charbon dans le Donbass, c'est des points chauds énergétiques qui étaient déjà clairement bien identifiés dès 2009. En fait. Et bon, alors on a été voir beaucoup de projets. Hein. Il y avait évidemment ceux-là, mais il y avait plus de 70 projets à travers le monde. Je vous ai dit une vingtaine de pays, à tous les stades de développement, hein, du laboratoire jusqu'à l'usine implantée, etc. Mais ce qu'on a appris surtout, c'est qu'en fait, c'est surtout que pour résoudre les enjeux liés à l'énergie, il fallait comprendre qu'en fait, l'énergie, avant d'être des enjeux techniques, c'est avant tout des enjeux sociaux. Et en fait, c'est très facile à comprendre parce que si l'énergie vient à manquer, on voit tout de suite les problèmes sociaux que ça peut engendrer. Voilà. Et donc, l'énergie, ce n'est pas un secteur à part des autres, c'est le secteur qui alimente tous les autres. Voilà. Et puis, alors ça, c'est d'un point de vue voilà, filière, etc. On se rend compte que l'énergie, c'est avant tout social, avant d'être technique. Mais c'est aussi parce que, d'un point de vue très concret, quand vous voyagez, vous vous rendez compte qu'il y a des technologies qui sont utilisées et qui fonctionnent à des endroits dans le monde, et les mêmes technologies ne fonctionnent pas à d'autres
endroits dans le monde. Donc, ce n'est pas que la science est différente à un endroit ou à un autre, c'est plutôt que les savoir-faire, justement, ne sont pas les mêmes, que les organisations sociales ne sont pas les mêmes, que les représentations sociales ne sont pas les mêmes, et que du coup, il y a des techniques et des technologies qui sont acceptées à des endroits et la même technique et la même technologie n'est pas acceptée à d'autres endroits. Et en tout cas, le tissu social ne peut pas la recevoir de la même manière. Voilà. Alors, un des projets qu'on a visité aussi pendant cette année d'études, ça a été de découvrir la concentration solaire pour l'artisanat en Inde. Voilà. Alors, en 2019, donc je suis toujours ingénieur énergéticien, hein, j'ai travaillé en tant que directeur technique, etc. Et en 2019, j'arrive à connecter dans l'économie réelle, on va dire, les apprentissages issus du voyage d'études qu'on avait fait. Et donc, j'ai démarré une activité artisanale de boulangerie et de torréfaction. Donc, Néoloco, c'est la première activité de boulangerie et de torréfaction en Europe qui utilise un four à concentration solaire. Et alors, je vous ai dit, l'enjeu, c'était de faire émerger des stratégies systémiques d'émancipation vis-à-vis de cette trajectoire-là qui nous emmène au dépassement des limites planétaires, etc. Donc la robustesse, c'est une réponse, c'est une stratégie systémique d'émancipation de cette trajectoire. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne à l'échelle d'une activité artisanale? Ça a vraiment été la question de Néoloco. C'est-à-dire que quand on veut résoudre un problème systémique, il ne faut pas travailler uniquement sur un seul des éléments du problème, par exemple les solutions techniques, hein, les outils en fait, qu'on utilise, parce que quand vous travaillez uniquement sur les outils, le système va avoir tendance à se rééquilibrer, et donc vous allez avoir par exemple des effets rebonds, ce genre de choses qui vont apparaître. Ce qu'il faut, c'est vraiment transformer l'ensemble du système, c'est-à-dire inclure les savoir-faire, le mode d'organisation, le modèle économique, etc. Et si vous vous intéressez à l'histoire des techniques, voilà, dans vos métiers, je suis persuadé que vous avez plein de compétences et de connaissances sur l'histoire des techniques, et vous observez que de toute façon, il n'y a jamais eu une nouvelle technologie qui a émergé qui n'est pas venue avec des nouveaux savoir-faire. Voilà. Et donc, si on veut décider de l'évolution et de la direction dans laquelle évoluent nos métiers, il ne faut pas seulement s'intéresser à développer des nouveaux outils techniques, mais il faut aussi s'intéresser à développer des nouveaux savoir-faire. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'ingénierie métier. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a fait chez Néoloco, et ça implique de rentrer dans le métier profondément. Voilà. Et donc, chez Néoloco, là, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'activité de boulangerie et de torréfaction. Vous verrez qu'il n'y a pas seulement l'outil four solaire, on a tout repensé, de modèles économiques en passant par l'organisation et les savoir-faire. Voilà. Donc, par exemple, avant de mettre le premier pain dans un four solaire en 2019, au moment de la création de Néoloco, en fait, il y a eu 2 ans de travail de sélection des savoir-faire pour identifier les savoir-faire de boulangerie qui sont les plus appropriés, avec lesquels on aura le plus de chances à être en capacité d'enfourner au moment où le four est chaud, par exemple. Donc là, ça veut dire vraiment rentrer dans le métier et chercher les marges de manœuvre à chaque étape de la production. Donc moi, j'ai fait ça donc pendant 2 ans. Donc j'ai monté une activité à ce moment-là artisanale, une journée par semaine, en parallèle de mon travail de directeur technique pour développer les fours solaires. Voilà. Et donc, on a testé énormément de choses. J'en parlerai un petit peu plus samedi. Je pense que je prendrai cet exemple-là pour introduire l'atelier de samedi. Mais en 2 mots, voilà, c'est extrêmement difficile si on le fait sans méthode, c'est de faire ce travail d'ingénierie métier, puisque ça oblige à se poser des questions qu'on aurait extrêmement de mal à se poser quand on est baigné dans sa culture métier, quoi. Donc, par exemple, des questions très difficiles à se poser, c'est est-ce qu'il y a besoin de pétrir? On va jusque-là, quoi. Donc, voilà. Et à chaque étape, arriver à se les poser. Donc, quelles sont les marges de manœuvre sur mes températures d'enfournement? Voilà, si j'enfourne un pain à 230 degrés, je sais que ça marche. Ma recette, elle me dit d'enfourner un pain à 230 degrés.
Mais si je l'enfourne à 232, ça marche aussi. Si je l'enfourne à 228, ça marche aussi. Voilà, si je l'enfourne à 240, ça marche aussi, etc. Et donc, trouver les marges de manœuvre sur les températures, les durées d'enfournement, la température des pâtes, les façonnages, etc., etc. Tout simplement pour chercher la flexibilité, quoi. Donc je vous remontrerai ça. Voilà, je vous montre un petit peu d'image de la production. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment, voilà, la logistique de vente aussi est repensée, puisqu'on a décidé de faire des pains au levain, donc qui sont des pains de garde, ce qui permet de ne pas avoir besoin qu'il fasse beau tous les jours, mais ce qui permet aussi que les gens n'aient pas besoin de passer au fournil tous les jours pour avoir du pain, etc. Donc c'est l'ensemble du process qui est repensé. Donc à Néoloco, on a un petit four à bois qui permet de cuire les jours où il ne fait pas suffisamment beau. Et donc en bilan, sur la transformation du modèle de boulangerie, en gros, s'il faut faire un bilan, c'est que le pain, c'est un produit périssable. Et donc ça, c'est important, cette notion de périssabilité par rapport à la conservation. Et donc le fait que ce soit périssable, c'est beaucoup plus difficile qu'un produit de conservation. Voilà. Et ça nécessite, pour les produits périssables, de rentrer réellement profondément dans le savoir, dans la compréhension du métier, pour être en capacité de re-questionner les pratiques actuelles, comprendre pourquoi historiquement les pratiques actuelles se sont mises en place, pour être en capacité de déterminer si ces pratiques sont toujours les meilleures pour répondre aux nouveaux enjeux. Donc concrètement, le modèle de boulangerie traditionnel qu'on connaît, les boulangeries de quartier, c'est beaucoup développé après-guerre pour faire suite à une période de pénurie où l'enjeu c'était de nourrir tout le monde. Voilà, aujourd'hui, le nouvel enjeu, c'est de nourrir tout le monde et pour longtemps. Voilà, c'est-à-dire arriver à nourrir tout le monde sans dépasser les limites planétaires. Donc, je vous ai dit, ce travail sur les savoir-faire, ça a été 2 ans de sélection des savoir-faire les plus appropriés avant de démarrer Néoloco. Et avec ça, on arrive à viser un objectif de 30% de pain solaire en moyenne annuelle en Normandie. Alors, 30% de pain solaire, ça peut sembler beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais c'est un objectif raisonnable puisqu'on a à peu près 40% de probabilité qu'il fasse beau en Normandie. Donc, faire rentrer 30% à 40%, c'est à peu près raisonnable. Voilà. Et on peut aller plus loin. À partir du moment où on a maîtrisé les savoir-faire qui nous permettent d'atteindre ces objectifs, voilà, pour rentrer dans les limites planétaires et de faire de la transformation systémique de robustesse dont je vous parlais, on peut par exemple travailler sur les adaptations organisationnelles. Et donc ça, là, on est plutôt de l'ordre de s'adapter à la variabilité d'accès au soleil. Parce que là, c'est un petit peu de maths, mais bon, on y passe rapidement. Voilà, par exemple, si dans mon fournil, on fait le pain le jeudi, quand vous faites des pains au levain, il n'y a pas besoin de cuire tous les jours. Donc, imaginons, on fait le pain le jeudi. Vous avez 30% de probabilité, 30% de chance de faire du pain solaire le jeudi. En fait, vous avez aussi 30% de chance de faire du pain solaire le mercredi et 30% de chance de faire du pain solaire le vendredi. Et puisqu'on a des pains au levain qui se gardent une dizaine de jours, de 1 semaine à 10 jours, en fait, vous pouvez choisir d'avoir cette flexibilité du jour de cuisson. Voilà. Et quand vous faites le calcul de probabilité, vos 30% de chances de faire du pain solaire que vous avez en choisissant un jour fixe, par exemple le jeudi, deviennent à peu près 66% de chances de faire du pain solaire si vous vous donnez cette flexibilité de cuire aussi soit le mercredi, soit le vendredi. Alors ça va un peu vite, mais après, si vous avez des questions, on aura un petit temps pour échanger à la fin. Donc voilà pour la boulangerie solaire. Alors, l'activité de torréfaction solaire, elle est pour moi la plus intéressante parce que c'est celle qui peut vous donner une idée là, de vraiment l'impact que ça peut avoir dans d'autres métiers aussi. La torréfaction, c'est un des modes de transformation alimentaire les plus courants. Voilà, même si on ne le sait pas, dans notre esprit, culturellement, torréfaction égale café. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, quand je vous parle de travailler la robustesse, c'est aussi
une transformation culturelle. Et en fait, ça veut dire travailler sur ces représentations-là aussi. La torréfaction, c'est un des modes de transformation les plus courants. Vous en consommez tous les jours des produits torréfiés. Les cacahuètes, le chocolat, les épices, la bière. Hein, sans torréfaction, il n'y aurait que de la bière blanche ou de la bière blonde. L'alimentation animale, le soja a besoin d'être torréfié pour être digeste par les animaux. Les épices, par exemple. Hein, les épices, c'est essentiellement des graines torréfiées, des écorces torréfiées, des racines torréfiées réduites en poudre, etc. etc. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai démarré Néoloco, en 2019, je me suis dit, on va quand même pas faire venir des graines du bout du monde pour torréfier au soleil de Normandie. Et donc, j'ai fait une croix sur le café à l'époque. Voilà. Donc, j'avais une activité de torréfaction sans vendre de café. Donc, travailler sur quand on engage des démarches de robustesse, on peut se retrouver comme ça dans des situations où en fait le gros du travail n'est pas tant technique, parce que voilà, on va s'équiper un outil qui est capable de torréfier, etc. Mais c'est aussi de travailler sur notre capacité à transformer, pour le coup, la culture culinaire localement pour faire savoir en fait ce que c'est réellement le métier et comment le valoriser à son plein potentiel, quoi. Voilà, parce qu'un torréfacteur qui se limite au café, il se limite à une petite partie, par exemple, de ses capacités en fait, d'alimentation du territoire local. Et puis, il faut aller chercher les coopérations aussi locales. Hein. La torréfaction, c'est extrêmement intéressant parce que, par exemple, ça permet de valoriser les cultures de rotation. Voilà, on ne valorise plus localement que le blé, mais aussi toutes les cultures de rotation. Bref. Et donc, moi, j'avais fait une croix sur le café. Et là, je vais vous donner un exemple qui est assez parlant sur la manière dont cette valorisation du savoir-faire et la transformation culturelle permet de faire beaucoup plus que des adaptations technologiques. En fait, donc je ne torréfiais pas de café. Et mon père, lui, est passionné par la période de la résistance et de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et un jour, donc c'est à peu près 2 ans après avoir démarré Néoloco, donc à peu près en 2021, mon père me donne un film en fait sur la résistance à regarder. Et dans ce film, un résistant offre à un autre un café de châtaigne pois chiche. Et alors, moi, j'étais en train de regarder mon film et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait, parce que moi, le premier, je me disais que rien ne peut approcher le café. C'est une graine un peu magique qui vient de loin et puis on peut pas imaginer rivaliser avec le café. Et là, je vois que à l'époque pendant la guerre, les routes commerciales étaient coupées, évidemment, à cause des blocus maritimes. Et donc, les gens commencent à torréfier du pois chiche et de la châtaigne. Et moi, pendant que j'étais en train de regarder le film, je vais dans la cuisine. J'ai pas de pois chiche, j'ai pas de châtaigne, mais je vois que j'ai des lentilles vertes et je me dis, si ça marche avec le pois chiche, ça doit marcher avec les lentilles vertes. Donc, je vous invite à le faire. Hein. Vous prenez des lentilles et vous les mettez dans une poêle là et vous remuez avec une cuillère. Et puis, donc je démarre de zéro. Donc, je me dis, je sais pas, je vais les griller jusqu'à qu'elles aient la couleur du café. Et puis, donc c'est ce que je fais. Et donc, à la fin, je les broie donc, avec un mixeur. Et je mets cette poudre torréfiée, hein, du coup, dans une cafetière piston, quoi, avec de l'eau chaude. Voilà. Et je goûte. Alors déjà, c'est étonnant puisque ça a la couleur du café, effectivement. Et là, j'obtiens un bon goût de café cramé, quoi. Donc, ma première fournée était brûlée, mais c'était un vrai goût de café cramé. Et donc, je me dis, mais alors, en le faisant bien, voilà, justement, en recherchant les savoir-faire, hein, parce que du coup, personne n'a pu m'apprendre à faire ça, et on va y arriver. Et donc, je commence à torréfier un peu toutes les graines qui me passent sous la main. Et puis, à ce moment-là, j'étais déjà très occupé, puisque à Néoloco, on avait pas mal de visibilité, donc il y a beaucoup d'artisans qui passent, beaucoup de gens qui passent, etc. Donc, je ne me précipite pas pour commercialiser, mais je fais goûter aux gens qui passent. Et je me retrouve, voilà, comme ça, à remporter un prix, le prix de l'agroalimentaire de l'AREA Normandie, qui est l'association de l'agroalimentaire, des professionnels de l'agroalimentaire en Normandie. Et donc, on gagne un prix, voilà, avec ce produit que j'appelle l'éveil résistant, en fait, un petit clin d'œil.
Et dans ce prix, on obtient le fait qu'on a un test consommateur, donc une entreprise extérieure fait goûter notre café de pois chiche, en fait, à des gens dans la rue. Et donc, on a des vraies statistiques objectives. Et ce qu'il en ressort, c'est que 2 tiers des gens qui goûtent sont convaincus en remplacement du café. Ce que ça veut dire, c'est que si je vous fais une cafetière, normalement, je peux tromper à peu près 2 tiers d'entre vous. Voilà. Et je continue à faire goûter mon café, voilà. Et là, étonnamment, je me rends compte qu'effectivement, cette croyance que le café, rien ne peut approcher le café, c'est vraiment une croyance culturelle. Donc, comme quoi, on est conditionné aussi dans nos pratiques par la culture. Hein. Donc, une raison de plus de ne pas s'intéresser uniquement à la technique, mais d'avoir vraiment une approche systémique comme la robustesse. Voilà, j'ai par exemple des Turcs qui passent. Et puis j'apprends qu'en Turquie, en fait, on boit par exemple du café de noyau de date. J'ai des Tunisiens qui m'expliquent que dans leur région, il y a des gens qui font les tours des villages en fait pour récupérer tous les pépins de melon pour faire du café de pépins de melon, etc. Et un jour, j'ai un Italien qui passe au Fournil et donc tout fier, je lui fais goûter l'éveil résistant et il me dit ah ben oui, ben c'est comme l'orzo en fait en Italie. Et là, j'apprends qu'en fait en Italie, vous voyez, la représentation qu'on a de l'Italie comme le pays du café, en fait, je découvre qu'en Italie, 15 à 20% du marché du café est à base d'orge locale. Hein. L'orzo, c'est de l'orge torréfiée, donc de l'orge qui pousse localement. Voilà. Et donc voilà. Et donc, on a ici l'image que l'Italie est le pays du café parce que le café arrive en Europe par les marchands vénitiens. Voilà. Et voilà. Et alors, imaginez que, par exemple, vous êtes, vous, compagnon du devoir, chargé de décarboner le métier de la torréfaction pour rentrer voilà, dans ce cadre des limites planétaires, etc. Et donc, on pourrait avoir envie de plutôt travailler sur l'appareil de torréfaction, etc. Et en fait, si vous faites le bilan carbone du marché du café, vous vous rendez compte que 80% des émissions carbone du café sont liées à la production et au transport international. Parce que le café, c'est une des premières plantations qui vient après la déforestation. Voilà. Donc, si vous travaillez sur l'outil de torréfaction, transformer par exemple l'outil de torréfaction en faisant un four solaire, en fait, vous adressez que 20% du problème. Alors que si vous travaillez à déconstruire la barrière culturelle qui fait que le café est vu comme quelque chose d'absolument irremplaçable, ce qui est complètement irrationnel puisque même le pays que nous voyons comme le pays du café a déjà 20%, 15 à 20% de son marché qui est occupé par des graines locales. Voilà. Et donc vous voyez que en faisant ce travail sur les savoir-faire de torréfaction, la réappropriation des savoir-faire de torréfaction qui ont complètement été abandonnés à l'industrie et à l'agriculture mondialisée, hein, pensez aux cacahuètes, au café, au chocolat, aux épices, etc. Tout ça, c'est l'industrie mondialisée. Voilà, en se réappropriant ces savoir-faire et en retravaillant ces savoir-faire, avec de l'agriculture locale, par exemple, sur la base de produits locaux, vous pouvez décarboner 80% de l'industrie du café. Et quelque part, le faire à la torréfaction solaire, c'est presque anecdotique, puisque l'outil solaire en lui-même n'adresse que 20%. Voilà, donc la puissance de repenser le métier au regard des nouveaux enjeux, sans avoir cette optique uniquement technique, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie métier, qui est hyper central. Donc l'atelier de samedi, je pense qu'il va tourner autour de ça en essayant de réfléchir plutôt au secteur d'activité des personnes qui seront là. Donc voilà, donc ça c'est l'éveil résistant, donc voilà, c'est le résultat. Donc maintenant on est capable de faire des expressos de pois chiches. Voilà, donc quand on sert ça dans un café en terrasse, voilà, on peut tromper beaucoup de gens. Ouais. Bon là c'est une petite photo de toute la gamme de néolocaux. Voilà. Et le résultat sur la torréfaction, je vous ai dit, produit périssable, c'est compliqué. Produit de conservation, beaucoup plus facile. On peut faire 100% des torréfactions solaires. Là, il n'y a pas de souci. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Alors, voilà, par exemple, en 2023-2024, il a fait pas beau du tout. Hein. Cette année, il a fait beau, mais si vous vous rappelez l'année dernière, l'été dernier, etc., il faisait pas beau. Du coup, on a pu faire beaucoup moins de pains solaires.
mais par contre, on a pu continuer à faire 100% de torréfaction solaire. Tout simplement parce que les produits se conservant, on peut prioriser les torréfactions quand il fait beau et faire le reste du temps, l'emballage, etc. Et donc ça permet que le modèle d'entreprise permet d'offrir un accès continu aux produits malgré un accès variable à la ressource. Et en fait, il est là le tour de force, c'est que sans mettre des couches technologiques supplémentaires, donc par exemple des batteries ou ce genre de choses, simplement avec une organisation d'entreprise qui est adaptée, on peut avoir un accès continu aux produits finis, voilà, à nos graines torréfiées, etc., tout en ayant un accès variable à la ressource. Et donc c'est vraiment cette idée d'organisation adaptée à la variabilité qui est assez puissante et qui permet d'imaginer des transformations à l'échelle de l'économie, quoi. Ouais. Et donc, alors, là, l'expérience que je viens de vous partager, si vous voulez, en 2023, on m'a proposé d'écrire un livre pour raconter cette expérience, qui s'appelle La boulangerie solaire. Voilà, ça intéresse personne, qui n'est pas un livre de boulangerie, mais qui est un livre qui raconte la manière de transformer les modèles d'entreprise en prenant l'exemple de ce qui a été fait sur la boulangerie. Voilà. Mais en faisant ce travail, en fait, de rédaction, une méthode a émergé, hein, en gardant tout ce qui avait fonctionné et tout ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, on a commencé à se poser la question, mais dans quelle mesure ce qu'on a fait est réplicable à d'autres artisanats qui ne reposeraient pas forcément sur la concentration solaire, c'est une technologie, mais en fait, il y a plein d'autres sources possibles, etc., et même des choses qui ne sont pas solaires du tout. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut adapter d'autres artisanats à la variabilité comme on l'a fait chez Neoloco, que ce soit la variabilité d'énergie ou de la matière, etc., on en reparlera tout à l'heure, de la matière première, la main-d'œuvre, etc., et comment cette méthode peut aussi être appliquée à d'autres échelles. Et donc ça, c'est la méthode TELED. Et donc, qui signifie tâche énergivore lorsque l'énergie est disponible. Voilà. Alors, l'objectif, c'est d'offrir un cadre de référence pour penser l'organisation des entreprises et des collectivités autour d'un accès variable à l'énergie et aux ressources. Et donc, la variabilité de l'énergie, c'est par exemple les ressources renouvelables, non pilotables, mais c'est aussi, évidemment, si vous regardez l'histoire récente, hein, les pénuries, l'instabilité des prix de l'électricité, de l'essence, etc., les risques de blackout, etc., etc. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à transformer les organisations pour les adapter à la variabilité. Voilà. Si vous regardez autour de vous, hein, puis vous pouvez prendre votre propre expérience, etc., en fait, tous les exemples d'organisation que vous avez, et ça depuis 70 ans au moins, reposent sur l'hypothèse d'un accès continu et illimité aux ressources. Pardon. Et en fait, on est en train de sortir de ce monde-là, qui peut reposer sur l'hypothèse d'un accès continu limité aux ressources, et on est en train de rentrer dans le monde de la variabilité. Et l'histoire récente le montre très bien. Encore une fois, les pénuries, etc. Donc, dans l'économie globale, on va séparer les activités périssables des activités de conservation. Je vous ai dit, hein, chez Neoloco, les activités périssables, c'est représenté par le pain, et les activités de conservation, c'est représenté par la torréfaction. Le pain, c'est plus difficile. Il faut vraiment rentrer en profondeur dans les métiers. Les produits de conservation, c'est plus facile parce qu'on peut stocker les produits finis. Et la bonne nouvelle, c'est que 95% de ce qu'on consomme et de ce qu'on produit sont des produits de conservation. Donc, les matériaux du bâtiment, les chaises, les tables, le textile, etc., etc. Tout ça, ça se conserve très bien. Et donc, quelque part, vous pouvez faire les tâches qui consomment la ressource stratégique au moment où la ressource stratégique est disponible. Donc, par exemple, l'énergie, la matière première, etc. Et ensuite, vous stockez le produit fini. Et ce produit fini contient en fait l'énergie qui a eu besoin pour le fabriquer, contient le travail qui a eu besoin pour le fabriquer, etc. Et donc, voilà, le mode d'organisation permet de se passer de batteries, par exemple, et de choses, de technologies complexes. Voilà. Alors ça, c'est la méthode. Donc la méthode, elle est en 4 points, la méthode TELED. Alors je vais prendre un exemple pour bien vous l'expliquer. Je vais prendre l'exemple que je prends souvent. Alors, souvent, je prends Neoloco, hein, l'activité de torréfaction.
pour vous expliquer l'organisation d'entreprise. Mais là, je vais prendre par exemple une menuiserie qui fabrique des cuisines, un cuisiniste. Donc voilà, imaginez-vous dans la position d'aller voir un chef d'entreprise qui fabrique des cuisines et vous lui dites, un artisan, une petite entreprise entre 5 et 10 salariés par exemple, qui fabriquerait des cuisines. Et imaginez-vous que vous allez le voir aujourd'hui et vous lui dites, écoute, l'État organise un délestage tournant, par exemple, comme ce qui a été envisagé au moment de la crise des gaz russes, et ce qui a été fait en Allemagne aussi et dans d'autres pays. Tu n'as plus accès à l'énergie tout le temps. Ou alors vous allez le voir et vous dites, bon, bah, il faut décarboner, tu auras accès à l'énergie que quand il fait beau. Voilà. Et donc, bah, il y a toutes les chances pour que cette entrepreneuse ou cet entrepreneur-là vous dise, ben, moi, je ne sais pas faire. En fait, je construis des cuisines à la demande. Si j'ai pas l'énergie, si je peux pas appuyer sur le bouton pour allumer la machine quand j'ai besoin, je coule la boîte, je sais pas faire quoi. Et voilà. Et donc la méthode est censée l'aider à réduire la hauteur de la marche. Donc on va voir comment ça se passe. Donc la première étape, c'est de faire l'inventaire des tâches. Et donc il faut lister toutes les tâches nécessaires à l'activité. Donc allons-y. Donc pour fabriquer des cuisines, en général, il faut commencer par trouver des clients. Voilà, une fois qu'on a trouvé des clients, il y a une étape de conception, on va concevoir la cuisine, etc. Quand on est d'accord sur une conception, ensuite l'artisan peut aller à la scierie chercher des planches qui vont lui permettre de réaliser cette cuisine. Ensuite, il y a du travail d'atelier, donc découpage, perçage, rabotage, etc. Peinture, vernis, voilà. Ensuite, il faut livrer la cuisine, puis l'assembler chez les clients. Ça peut se faire avec une visseuse à batterie, par exemple, c'est pas un souci. Voilà. Puis après, c'est pas fini. Quand on a fini de monter la cuisine, il y a encore la comptabilité, etc. Voilà. Donc, si on retire une de ces tâches, l'entreprise n'est pas viable. Voilà. Donc ça, c'était l'étape la plus longue. Après, quand on a fait cet inventaire des tâches, on peut passer à l'étape numéro 2, qui est d'identifier les tâches énergivores. Donc, ce qui consomme de l'énergie dans tout ce que j'ai décrit, c'est globalement le travail d'atelier qui consiste à découper, percer, raboter les planches. Voilà, peindre les planches, ça ne dépense pas d'énergie, par exemple. Voilà. Et donc, une fois qu'on a identifié les tâches, on peut passer à l'étape numéro 3, qui est prioriser les tâches énergivores, les jours d'énergie facile. Voilà. Et là, on se rend compte, en ayant fait le travail des 2 premières étapes, que en fait, les tâches qui sont énergivores, découpage, perçage, rabotage, ne représentent que 15% du temps de travail, 15 ou 20% du temps de travail. Voilà, aller assembler les cuisines, c'est très long, par exemple. Ça prend beaucoup de temps. Les peindre aussi, c'est très long. Et donc là, on peut retourner voir notre entrepreneur ou notre entrepreneuse et non plus la mettre face à un mur en lui disant sans accompagnement, eh ben, écoute, tu auras de l'énergie plus que quand il fait beau. Mais là, on peut lui dire, est-ce que tu te sens capable, ici en Normandie par exemple, de prioriser 15% ou 20% de ton temps de travail quand il fait beau, c'est-à-dire de faire rentrer 15% de ton temps de travail, peu importe quelles sont les tâches, dans 40% de probabilité qu'il fasse beau. Oui, ça semble envisageable. Voilà. Et donc, on a transformé le problème et on a énormément réduit la hauteur de la marche. Voilà. Et alors, la dernière étape, pour que ce soit possible, que ces tâches de découpage, perçage, rabotage soient faites uniquement quand il fait beau, et on fait le reste du temps, c'est-à-dire qu'il faut transformer la gestion d'entreprise qui n'est plus à ce moment-là une gestion d'entreprise en flux tendu où on produit à la demande, mais qui devient une gestion d'entreprise par le stock. Et donc, c'est-à-dire qu'il va falloir découpler du flux de production les tâches qui consomment la ressource, voilà, et dimensionner des stocks en amont et en aval de la tâche. Donc concrètement, voilà, je vais faire mon travail commercial, trouver des clients, concevoir des cuisines, et je vais peut-être stocker 1, 2, 3, 4 cuisines conçues, validées par le client. Et ensuite, dès qu'il y a un anticyclone qui passe, ou dès qu'il fait beau, etc., et on va prioriser les tâches qui consomment la ressource, donc qui consomment l'énergie dans notre exemple. Voilà. Et après, on aura un stock de planches rabotées, etc., etc. Et on pourra tranquillement faire la peinture, etc., quand il fera moins beau, et puis aller livrer les cuisines, etc. Et comme ça,
de la même manière, et c'est exactement le principe avec lequel on a fonctionné chez Neoco, et ben, vous pouvez décarboner voilà, le secteur des menuiseries artisanales sur un exemple comme ça. Et sachant que l'objectif n'est pas non plus forcément d'aller aussi loin que ce qu'on a fait chez Neoco, mais en fait, si vous faites déjà 50% du travail, vous voilà, décarbonez 50% de l'activité, par exemple, ou rendre les activités artisanales sur le territoire moins vulnérables aux fluctuations qui sont de plus en plus courantes. Hein, encore une fois, augmentation du prix de l'énergie, rupture du gaz russe, risque de blackout, etc. Et ben en fait, si vous êtes 50% moins vulnérable, c'est déjà beaucoup, voilà, pour renforcer la robustesse des entreprises artisanales. Et voilà. Donc ça, c'est un petit exemple sur la méthode. Ah, Arnaud, Souvent, juste, quand on... excuse-moi, Oui, il nous reste 5 grosses minutes si on veut laisser un peu de temps pour les questions, ouais. juste pour info. Ok, je vais basculer très vite sur l'étude de cas industrielle et puis ensuite on va pouvoir passer aux questions. Alors, on transforme la gestion d'entreprise par une gestion par le stock. Voilà, donc souvent on nous dit que le stock c'est de l'argent, évidemment, hein, c'est culturellement très implanté. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut y rentrer si vous avez des questions, mais c'est évidemment intégré dans la méthode. On a appelé ça le point de bascule, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un rapport rationnel au stock et non plus ce rapport un peu réflexe, le stock c'est de l'argent. Et du coup, comme en bon gestionnaire, en fait, on fait un calcul coût-bénéfice, on fait un ratio, tous les surcoûts liés au stock, et on regarde les économies qui sont générées. Et si ce ratio est inférieur à 1, c'est qu'en fait, on a une viabilité économique qui s'agrandit, voilà, avec l'adoption d'un mode d'organisation compatible avec la variabilité. On peut en reparler. Voilà. Et en commençant à appliquer cette méthode dans les entreprises, en fait, on s'est rendu compte que pour s'adapter à la méthode d'adaptation à la variabilité à l'énergie permet aussi de s'adapter à la variabilité d'accès à la main-d'œuvre, par exemple, ou aux matières premières, avec la même méthode. En fait, on s'adapte tout simplement à des variabilités. Donc là, je voulais finir sur l'étude de cas Adam, qui est une menuiserie industrielle en Gironde. Donc Adam, voilà, c'est une entreprise qui a 150 ans, qui a 90 salariés, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le leader français de la fabrication des caisses en bois pour le vin. Voilà. Et donc, ils nous ont contacté il y a maintenant plus de 2 ans pour faire un diagnostic, pour faire une transformation carrément du modèle économique d'entreprise. On a commencé par transformer la manière de produire, puis ensuite la finalité de la production. Donc, qu'est-ce qui ne plus forcément faire des caisses de vin, mais aussi aller vers d'autres choses qui servent mieux le territoire, qui valorisent mieux les savoir-faire. Voilà. Et donc là, on a commencé évidemment par la première étape, l'inventaire des tâches. Donc, c'est un peu de ça dont ici sont issues les photos. Et donc là, il faut imaginer une entreprise qui fait du travail à la chaîne. Hein. Donc eux, ils étaient plutôt à dire, en fait, la variabilité, c'est pas pour nous. Et en fait, il y a 2 objections avec cette méthode. Souvent, c'est pas pour nous. Et 2, le stock, c'est de l'argent. Et en fait, ces 2 objections-là, on les soulève assez facilement, finalement, en faisant des diagnostics et en travaillant sur les leviers. Et là, par exemple, on a identifié très rapidement que l'atelier qui consommait le plus d'énergie sur l'entreprise, c'était l'atelier scierie, donc l'endroit où arrivent les gros morceaux de bois et où doivent ressortir les petites planches bien rabotées pour fabriquer les caisses. Et cet atelier concernait 4 salariés sur 90. Voilà, donc très rapidement, on a compris qu'on allait transformer l'organisation de 4 personnes sur 90. Et donc, on a préconisé de découpler du flux de production l'atelier scierie, et donc dimensionner des stocks en amont et en aval. Et par exemple, donc on a fait ressortir une vingtaine de préconisations d'adaptation à la variabilité. Il faut savoir qu'ils étaient aussi en train d'installer un champ de panneaux solaires. Voilà. Et donc, pour vous donner par exemple une préconisation qui a été appliquée dès le lendemain, dès la semaine d'après notre visite, ça a été par exemple de décaler les pauses repas de l'atelier scierie, puisqu'en fait, on constatait sur l'entreprise une chute totale en fait, de la consommation d'entreprise sur le temps du midi, ce qui est extrêmement dommage, puisque l'installation solaire dans laquelle ils avaient investi, c'était au moment où il y avait le plus de chances de produire. Et du coup, on a décalé la pause repas de l'atelier scierie, ce qui a permis de gagner 4 points d'autoconsommation solaire. Voilà, donc c'était 4 points de plus pour la décarbonation de l'entreprise, un retour sur investissement d'installation amélioré, etc.
On a calculé, par exemple, de voir ce que ça donnait, de faire travailler l'atelier scierie le samedi aussi. Donc, toujours des semaines qui ont la même durée, mais sur le samedi. Et en fait, ça a permis de dégager des primes parce que l'énergie qui était perdue le week-end, parce que les tarifs de revente ne sont pas très intéressants, permettait de dégager des primes qui étaient extrêmement conséquentes. Voilà. Et donc, l'entreprise, plutôt que de redonner de la valeur à son fournisseur d'énergie, pouvait redistribuer de la valeur à ses salariés. Voilà, donc ça, c'est deux leviers organisationnels sur plus d'une vingtaine qui ont été donnés. Et c'est pour vous dire que cette objection de « c'est pas pour nous », en réalité, c'est un regard qui n'a jamais été appliqué en entreprise, parce qu'on était dans cette hypothèse de la continuité, et que quand on arrive avec le regard de la variabilité, en fait, il y a systématiquement des leviers qui sont extrêmement importants. Ouais, donc ça, c'est le type de caisse qu'ils fabriquent. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour un peu plus vite. Voilà, donc on utilise donc évidemment, la méthode a été traduite en langage industriel. Hein, donc on utilise des outils d'industriels que les industriels comprennent quand on est chez les industriels.